BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et l'interview ce matin, c'est avec Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour. Ministre de la Transition énergétique avec nous sur ce plateau. On va commencer par l'une des grandes priorités du gouvernement dans les mois qui viennent. J'ai même envie de dire les semaines qui viennent, tellement c'est urgent. Ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, la difficulté de répondre à ce timing très urgent. C'est vous qui le portez. Rappelez-nous le calendrier des prochaines semaines, des prochains mois. Alors nous sommes en train de l'examiner en commission, c'est-à-dire avant de le faire en hémicycle. Donc c'est à l'Assemblée nationale, le Sénat l'examinera ensuite. L'enjeu, c'est de pouvoir le mettre en place le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet ? Ce projet, c'est d'abord la prolongation des boucliers énergétiques et gaz qui permet aujourd'hui aux Français de bénéficier d'un coût extraordinairement bas par rapport au reste de l'Europe sur le gaz et l'électricité. On a bloqué les prix et nous allons prolonger ce blocage des prix jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est le premier point pour l'électricité et le gaz. La deuxième chose, c'est pour le carburant. Pour le carburant, nous allons progressivement diminuer le soutien que nous apportons à la pompe, 18 centimes par litre. Nous allons passer à 12 centimes, puis 6 centimes, après les vacances. Parce qu'on estime que pendant les vacances, il y aurait une injustice à ce que ceux qui partent en juillet aient la ristourne et ceux qui partent en août ne l'aient pas. Et à partir de la rentrée, nous allons mettre en place un dispositif qui permet à ceux qui travaillent de pouvoir avoir un coup de pouce, parce qu'on sait que ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler ne doivent pas être empêchés de pouvoir aller travailler. Ça, c'est très clair. Donc ça, c'est des mesures immédiates pour tous les Français, pour tous les ménages. Et puis, nous devons aussi, dans cette loi pouvoir d'achat, travailler sur les retraites, augmenter les retraites pour tenir compte de l'inflation. On est aujourd'hui sur une année, une augmentation supérieure à 5% des retraites, que nous allons prendre la somme de la première augmentation de janvier avec celle complémentaire que nous reprenons dans cette loi pouvoir d'achat. Un certain nombre de dispositions aussi pour contrôler l'augmentation du prix des loyers, tout en tenant compte de l'inflation. Évidemment, il faut regarder à chaque fois les deux côtés de la pièce, de façon à ce que nous puissions protéger le pouvoir d'achat des Français. Deuxième élément, comment on agit sur les approvisionnements. Ça peut être étonnant dans une loi pouvoir d'achat de parler d'approvisionnement en énergie, mais c'est l'urgence. Et vivre dignement, c'est aussi avoir accès à de l'énergie, du gaz, de l'électricité. Vous savez que nous sommes menacés d'une coupure des livraisons de gaz par la Russie. On va en parler, bien sûr. Et donc, dans cette loi pouvoir d'achat, il y a un certain nombre de mesures qui nous permettent d'anticiper une situation de crise, notamment de pouvoir augmenter nos stockages de gaz stratégiques. Nous allons augmenter à 100% nos stockages de gaz stratégiques, accélérer leur remplissage et d'autres mesures de cet ordre-là qui vont permettre de mieux faire face à la crise devant nous et de mieux anticiper. Mais alors justement, en début de semaine, depuis lundi, le gazoduc Nord Stream 1 ne fournit plus de gaz pour officiellement une opération de maintenance qui doit durer 11 jours jusqu'au 21 juillet. Bruno Le Maire, le week-end dernier à Aix, s'est dit très inquiet pour l'hiver prochain notamment et ses réserves de gaz. Alors comment on les comble, comment on fait si les vannes ne sont pas rouvertes ? Alors justement, c'est pour ça qu'avec la Première ministre, et ça a été son premier déplacement, j'étais à ses côtés, nous avons pris des mesures drastiques pour pouvoir préparer l'hiver. Ces mesures, je l'ai dit, c'est d'augmenter nos stockages de gaz naturel. Nous les augmentons notamment en nous fournissant en gaz naturel liquéfié qui vient de toutes les parties du monde qui sont prêtes à nous fournir. Nous avons augmenté nos livraisons avec la Norvège, nous avons des livraisons qui viennent d'outre-Atlantique, donc nous accélérons. Aujourd'hui, nous sommes en avance par rapport aux années précédentes sur le remplissage de nos stockages stratégiques. Nous avons aussi un chantier très important, qui est un chantier de sobriété énergétique. Il faut à la fois avoir plus d'approvisionnement pour remplacer les approvisionnements russes, mais nous pouvons également utiliser un levier important qui est de maîtriser mieux notre consommation énergétique. Mais alors ça veut dire quoi pour... Alors les ménages, évidemment, on entend des messages dernièrement, faites attention à votre consommation sur les appareils, tout ça, mais les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont devoir faire, les entreprises, à leur hauteur, pour mettre en place cette sobriété énergétique ? Cette sobriété énergétique, dans les entreprises, c'est aussi du bon sens comme à la maison. C'est-à-dire que mettre le chauffage à 19 degrés et pas à 20, c'est une économie de 7%
de votre consommation énergétique. Et pour les entreprises, c'est gagnant-gagnant. C'est moins d'argent à payer, c'est moins de factures et c'est plus de garanties de pouvoir bénéficier du gaz tout au long de la période d'hiver. Donc ça, c'est essentiel et j'ai réuni le MEDEF, la CPME et l'ensemble des organisations syndicales pour que eux-mêmes puissent travailler sur ces mesures de sobriété énergétique avec l'ambition de réduire de 10% leur consommation d'énergie sur leur fonctionnement normal. Donc, se chauffer, se transporter. Vous savez qu'au sein de l'entreprise, il y a du transport. Vous avez des salariés qui vont passer d'un site à l'autre. Vous avez du transport de marchandises. Il y a aussi tous les trajets domicile-travail. Ça, si on le maîtrise mieux, ça peut être moins de carburant. Par exemple, le covoiturage. Par exemple, le recours un peu plus marqué au télétravail. Par exemple aussi, une chose toute bête, c'est de dire aux véhicules de société de baisser leur vitesse sur les autoroutes. Oui. C'est du gain de carburant et ça se voit tout de suite sur la facture des entreprises. Et puis, de manière plus structurelle, il faut faire la chasse au gaspillage. Moi, je reste encore stupéfaite de voir des entreprises qui continuent à éclairer leur tour la nuit. Leurs magasins aussi, leurs magasins en centre-ville. Entre 1h et 7h du matin, sincèrement, vous n'avez pas beaucoup de clients qui passent à portée de main. Et c'est interdit. Je rappelle que c'est interdit par la loi. Donc, il faut éteindre. Bien sûr, c'est des kilowattheures qui s'accumulent, et ce n'est pas forcément ça qui va faire l'essentiel de notre économie d'énergie. Mais il faut éteindre, les entreprises ont cette responsabilité. Autre exemple, climatiser des magasins, porte ouverte. Pardon, mais c'est vraiment complètement anti-écologique et c'est réflexion de base, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de bon sens là-dedans. Voilà, c'est vraiment contraire au bon sens. Donc, moi, j'attends des magasins de détail, des enseignes, et en particulier des grandes enseignes, parce qu'elles peuvent donner l'exemple, de faire attention et d'appliquer des mesures de bon sens. On parle de gains d'électricité ou de gaz de l'ordre de 10 à 20% par des mesures de cette nature. On change évidemment les comportements, ça c'est pour les consommateurs, les entreprises, mais il y a ensuite la fourniture d'énergie, l'électricité. Pardon, notamment. je précise que l'État doit évidemment montrer l'exemple. Oui. Nous faisons aussi la chasse aux Vous avez fait un audit aussi, vous faites dans les ministères. Nous sommes les premiers à devoir appliquer ces règles-là et nous devons balayer devant notre porte. Tout n'est pas parfait. Les comportements changés, c'est une chose, mais il faut quand même avoir une certaine quantité d'électricité fournie. Est-ce que c'est encore possible avec l'arrêt de certains réacteurs? Est-ce que la situation va s'améliorer dans les mois qui viennent? Alors, j'aurai une vision très précise de cette situation dans les jours qui viennent, puisque nous avons demandé à EDF de nous faire un point central par central de la situation de leur maintenance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez deux choses. Vous avez les maintenances que l'on fait normalement, qui sont programmées, et plutôt l'été, puisqu'on a moins besoin d'électricité l'été, et qui sont dans la bonne gestion des centrales nucléaires. Et puis vous avez 12 centrales nucléaires sur lesquelles on a détecté de la corrosion. Pour ces centrales nucléaires, il y a un exercice très précis qui est fait, non seulement pour détecter et trouver les causes de cette corrosion, pour pouvoir anticiper les prochaines années, mais également pour la réparer, avec un planning également très précis. Donc c'est de ça que je vais parler avec les équipes d'EDF pour sécuriser le volume de production d'électricité. EDF communique régulièrement sur ces volumes. Elle évoque un volume de 280 à 300 TWh. Donc on a une idée assez précise de ce qu'ils peuvent faire et je veux qu'on ait une mise à jour désormais extraordinairement régulière compte tenu des enjeux. Vous parlez d'EDF, ce projet nucléaire dans son ensemble avec la construction des futurs réacteurs tient évidemment sur EDF et sur le fait qu'il repasse à 100% dans le giron de l'État. Il passe de 84% à 100%. Depuis cette annonce, d'ailleurs, le cours d'EDF s'est apprécié. Est-ce qu'il faut que ça aille vite, cette opération? Quelle est la stratégie par rapport à cette nationalisation totale? Alors, vous avez raison de préciser que EDF est déjà nationalisé. Oui. Donc c'est vraiment une montée au capital. Oui, il faut que ça aille vite.
oui, on a besoin d'avoir une équipe au travail pour vraiment se concentrer sur les enjeux opérationnels et industriels. Vous savez que Jean-Bernard Lévy, en accord avec l'État, devrait partir dès que son successeur arrivera, parce que c'est un nouveau chapitre de l'histoire d'EDF que nous sommes en train d'écrire. Oui, très ambitieux. Très ambitieux. EDF, c'est le bras armé de notre politique énergétique. Le nouveau dirigeant, la nouvelle dirigeante devra régler ce problème de corrosion sur ces centrales nucléaires. Il devra également s'engager très fortement dans le nouveau programme de nucléaire, le lancement de 6 réacteurs, et nous devons lancer les procédures d'ici début octobre, donc c'est très rapide. Et pour tout ça, il faut qu'on soit tous au travail, et 100% du capital nous permet d'avoir, je dirais, cette concentration et cet alignement entre l'État et son bras armé de la politique énergétique. Agnès, c'est une opération stratégique que nous faisons là. Bon, le temps passe trop vite, donc je vais vous poser une dernière question. On voit l'Espagne qui a décidé, comme l'Italie, comme la Grande-Bretagne avant elle, de taxer les super profits. Ça se propage, cette idée, en Europe. Pour le moment, la France ne le fait pas, hein, sur les entreprises de l'énergie. Est-ce qu'on va y venir? En fait, la France l'a fait avec son producteur d'énergie, qui est EDF. Et je trouve assez stupéfiant que ceux qui, en France, prônent la taxation des surprofits, nous reprochent le fait d'avoir demandé à EDF, il y a longtemps, hein, puisque nous, ça fait depuis le début de l'année que nous avons exigé d'EDF de faire un gros sacrifice pour les Français. Ce gros sacrifice, c'est d'avoir mis un volume additionnel d'électricité à disposition des Français, pas au prix de marché qui s'était envolé, mais à son coût de production. Oui. Et ça a fait toute la différence, et ça explique que nous pouvons aujourd'hui avoir un bouclier électricité. Donc, pardon, on nous reproche de l'avoir fait, et après on dit vous ne taxez pas les surprofits. Ben non, nous avons su anticiper, et c'est 8 milliards d'euros d'efforts qu'a fait EDF, et il faut remercier l'entreprise. Bon, il ne va pas laisser beaucoup de choix non plus. Et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, vous avez 150 entreprises notamment qui utilisent beaucoup d'électricité, qui ont pu continuer leur activité. Il y avait 45 000 emplois en jeu, je veux le rappeler. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'avoir répondu à nos questions, ministre de la Transition énergétique. Merci d'être venue ce matin dans Good Morning Business.